Livraphone, avec l'aimable autorisation de Monsieur Claude Leblanc, présente. L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Le coup de feu. Raymonde prêta l'oreille. De nouveau, et par 2 fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte, elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arcs-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymonde, Raymonde !» Une voix, faible comme un souffle, l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymonde, c'est toi? Tu as entendu? » ?»« Oui. Tu ne dors donc pas? » »« Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée. Il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être? » 4 heures environ. Écoute, on marche dans le salon. Il n'y a pas de danger, ton père est là, Suzanne. Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. Monsieur Daval est là aussi. À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende? Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler, crier au secours, elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri. « Regarde! Un homme près du bassin !» Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension, dont elles ne purent discerner la nature, et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle, et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. « Il venait du salon, » murmura Suzanne. « Non. L'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche. À moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. « Appelons! Appelons au secours !» Qui viendrait, ton père? S'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui? On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage. Oui, oui. Peut-être c'est une idée. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Raymonde chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra, et elles eurent l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant, et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes. « J'ai peur, » répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymonde la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivie de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net,
clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à 3 pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les 2 jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et 2 brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre 2 corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père, père, c'est toi? Qu'est-ce que tu as » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau! Le couteau !» À ce moment, 2 domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est, Proféra l'un des domestiques. on le tient celui-là, j'y vais. » Non, Victor. Il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade? Oui, il rentre dans l'herbe. Il est fichu. Surveillez-le d'ici. Pas moyen qu'il échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche. Dit-elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle. Si. Dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez-moi. Il me reste une cartouche. S'il bouge... Elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre. « Il s'est traîné derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle. » Raymond fit le tour de l'ancien cloître pour couper toute retraite à l'homme, et bientôt Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta, et, tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. 30 pas plus loin, il trouva Raymond qui cherchait Victor. Eh bien, fit-il. Impossible de mettre la main dessus. Dit Victor. La petite porte? J'en viens, voici la clé. Pourtant, il faut bien... Oh, son affaire est sûre. D'ici 10 minutes, il est à nous, le bandit. Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite, mais dans l'enceinte des murs. Ils n'avaient rencontré personne. Parbleu, non, fit Albert. Le gredin n'a pas pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins, les recherches furent vaines. Une seule découverte, à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond. On ramassa une casquette de chauffeur, en cuir fauve. Sauf cela, rien. À 6 heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux, après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À 10 heures, 2 autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place 2 jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut. Jadis demeure abbatiale des prieurs d'Ambrumésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gesvres auquel il appartient depuis 20 ans, il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge,
et 2 ailes dont chacune est enveloppée d'un perron à balustrade de pierre. Par-dessus les murs du parc, et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gesvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie 2 ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. L'existence était calme et régulière au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les 2 jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belle figure grave, aux cheveux grisonnants. Très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de son secrétaire Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie Quevillon. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire situé au rez-de-chaussée et gagna le premier étage. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parussent occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, 4 belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gesvres, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son oncle maternel, le marquis de Bobadilla, grand d'Espagne. M. Filleul, le juge d'instruction, observa « Si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tout cas, n'en a pas été l'objet. » Qui sait? Fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. Voyons, cher monsieur, le premier soin d'un voleur eût été de déménager ces tapisseries et ces tableaux dont la renommée est universelle. Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir? C'est ce que nous allons savoir. À ce moment, le comte de Gesvres entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux 2 magistrats, puis il ouvrit la porte du boudoir. La pièce, où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. 2 chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sous lui. On avait ouvert sa chemise, et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. « La mort a dû être instantanée, » déclara le docteur. « Un coup de couteau a suffi. » C'est sans doute, dit le juge, le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. Oui, certifia le comte de Gesvres. le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. M. Filleul étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria M. de Gesvres de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. C'est Jean Daval qui m'a réveillé. Je dormais mal d'ailleurs, avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main, et tout habillé, comme il est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité, et il me dit à voix basse « Il y a des gens dans le salon ». En effet, je perçus du bruit. Je me levai, et j'entrebâillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée, et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après? Oh, après, je ne sais plus. Quand je suis revenu à bois, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne. Personne. Vous n'avez aucun ennemi? Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. Daval? Un ennemi? C'était la meilleure créature qui fût. Depuis 20 ans que Jean Daval était mon secrétaire, et je puis le dire, mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre.
Il faut bien un motif à cela. Le motif, monsieur, le vol, purement et simplement. On vous a donc volé quelque chose. Rien. Alors? Alors, si on n'a rien volé, s'il ne manque rien, on a du moins emporté quelque chose. Quoi? Je l'ignore. Mais ma fille et ma nièce vous diront en toute certitude qu'elles ont vu successivement 2 hommes traverser le parc et que ces 2 hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles? Ces demoiselles ont rêvé. Je serais tenté de le croire, car depuis ce matin, je m'épuise en recherche et en suppositions. Mais il est aisé de les interroger. On fit venir les 2 cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. Absolument. Les 2 hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. Le 3e? Il est parti d'ici les mains vides. Pourriez-vous nous donner son signalement? Il n'a cessé de nous éblouir avec sa lanterne, tout au plus dirais-je qu'il est grand et lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle? Demanda le juge à Suzanne de Gesvres. Oui? Ou plutôt non. Fit Suzanne en réfléchissant. Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleul sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre de 2 individus, ceux du parc, que l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets qui s'y trouvent encore. Monsieur Filleul était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire, ainsi que l'attestait le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Aux journalistes s'étaient joints le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les 2 chauffeurs qui avaient amené les voitures de Dieppe. Il reprit: « Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce 3e personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et de cette fenêtre. » Oui, l'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces à gauche du cloître. Mais il s'est relevé? À moitié seulement. Victor est aussitôt descendu pour garder la petite porte, et je l'ai suivi, laissant ici en observation notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition, et le juge conclut: « Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. » C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle? Oui? Et la mienne aussi. Fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois: « Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis 4 heures. Peut-être serons-nous plus heureux. » Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina, et appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part: « Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe, chez le chapelier Maigret, et que monsieur Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. » Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, où surgissaient çà et là les ruines d'Ambrumésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À 2 endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol tapissé d'aiguilles de pin ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert? Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus, quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier, qui en avait la clé, la chapelle Dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté, et qui fut toujours considérée, avec les fines ciselures de son porche et le menu peuple de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il eût fallu s'y introduire. Par quels moyens? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux resserré entre l'enceinte et un bois taillis où se voyaient des carrières abandonnées. Monsieur Filleul se pencha.
La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques à bandage antidérapant. De fait, Raymond et Victor avaient cru entendre, après le coup de fusil, le halètement d'une auto. Le juge d'instruction insinua « Le blessé aura rejoint ses complices. » Impossible. s'écria Victor. Mais j'étais là alors que mademoiselle et Albert le percevaient encore. Enfin quoi, il faut pourtant bien qu'il soit quelque part. Dehors ou dedans, nous n'avons pas le choix. Il est ici, dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. Monsieur de Gesvres pria les magistrats à déjeuner, ainsi que les 2 journalistes. On mangea silencieusement, puis monsieur Filleul retourna dans le salon, où il interrogea les domestiques. Mais le trot d'un cheval résonna du côté de la cour, et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier ?» s'écria le juge, impatient d'obtenir un renseignement. La casquette a été vendue à un chauffeur. Un chauffeur ? Oui, un chauffeur qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir pour l'un de ses clients une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là, il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il était très pressé. Quelle sorte de voiture ? Un coupé à 4 places. Et quel jour était-ce ? Quel jour? Mais ce matin. Ce matin, qu'est-ce que vous me chantez là ? La casquette a été achetée ce matin. Mais c'est impossible, puisqu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût, et par conséquent qu'elle eût été achetée auparavant. Ce matin, le chapelier me l'a dit. Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction, stupéfait, tâchait de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. Qu'on amène le chauffeur qui nous a conduits ce matin. Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. Le chauffeur. Il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné et puis... Et puis ? Il a filé. Avec sa voiture ? Non. Sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Voici son chapeau et son paletot. S'il n'est pas parti tête nue. Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. Une casquette ? Oui, en cuir jaune, paraît-il. En cuir jaune ? Mais non, puisque la voilà. En effet, monsieur le juge d'instruction, mais la sienne est pareille. Le substitut eut un léger ricanement. Très drôle, très amusant. Il y a 2 casquettes. L'une, qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-chauffeur. L'autre, la fausse, vous l'avez entre les mains. Ah, le brave homme nous a proprement roulé. Qu'on le rattrape, qu'on le ramène. Cria monsieur Filleul. Brigadier Quevillon, 2 de vos hommes à cheval et au galop. Il est loin, dit le substitut. Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. Je l'espère. Mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. Quel manteau ? Celui du chauffeur. Et le substitut du procureur tendit à monsieur Filleul un papier plié en 4, où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire. « Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron ». L'incident causa une certaine émotion. À bon entendeur. Salut. Nous sommes avertis, murmura le substitut. Monsieur le comte, reprit le juge d'instruction, je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance, puisque la justice assure les lieux. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les 2 reporters, je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête. Ce serait mal me récompenser. Il s'interrompit comme si une idée le frappait, regarda les 2 jeunes gens tour à tour et s'approcha de l'un d'eux. À quel journal êtes-vous attaché ? Au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité ? La voici. Le document était en règle, il n'y avait rien à dire. Monsieur Filleul interpella l'autre reporter. Et vous, monsieur ? Moi ? Oui. Vous ? Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux. Votre carte d'identité ? Je n'en ai pas. Ah, et comment se fait-il ? Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés selon les circonstances. En ce cas, votre nom, vos papiers. Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession. Je n'ai pas de profession. Mais enfin, monsieur, s'écria le juge avec une certaine brusquerie. Vous ne prétendez cependant pas garder l'incognito après vous être introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice.
Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu, et que par conséquent je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète, puisque tout le monde y assistait, même un des coupables. Il parlait doucement, d'un ton de politesse infinie. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. M. Filleul l'observait avec une défiance agressive. Les deux gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement. « Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices. Mais s'il en était ainsi, ne me serais-je point esquivé au bon moment selon l'exemple de mon camarade? Vous pouviez espérer... Tout espoir eût été absurde. Réfléchissez, monsieur le juge d'instruction, et vous conviendrez qu'en bonne logique... » M. Filleul le regarda droit dans les yeux et sèchement. « Assez de plaisanterie. Votre nom? » Isidore Beautrelet. Votre profession? Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. M. Filleul le regarda dans les yeux et sèchement. « Que me chantez-vous là? Élève de rhétorique. » Au lycée Janson, rue de la Pompe, numéro... « Ah, ça! Mais... » s'exclama M. Filleul. « Vous vous moquez de moi. Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât. » Je vous avoue, monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je sois élève au lycée Janson? Ma barbe, peut-être? Rassurez-vous, ma barbe est fausse. Isidore Beautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton, et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose, un vrai visage de lycéen. Et tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches... Êtes-vous convaincu maintenant? Et vous faut-il encore des preuves? Tenez, lisez sur ces lettres de mon père. L'adresse, Monsieur Isidore Beautrelet, interne au lycée Janson de Sailly. Convaincu ou non, M. Filleul n'avait point l'air de trouver l'histoire à son goût. Il demanda d'un ton bourru. Que faites-vous ici? Mais je m'instruis. Il y a des lycées pour cela, le vôtre. Vous oubliez, monsieur le juge d'instruction, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en pleine vacances de Pâques. Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. Votre père? Mon père habite loin au fond de la Savoie et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. Avec une fausse barbe. Oh, ça non! L'idée est de moi. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses, nous lisons des romans policiers où l'on se déguise, nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors, j'ai voulu m'amuser et j'ai mis une fausse barbe. En outre, j'avais l'avantage qu'on me prenait au sérieux et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiante, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen et que, ce matin, ayant appris l'affaire d'Ambrumésie, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte admis. Isidore Beautrelet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. M. Filleul lui-même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda d'un ton moins bourru. « Et vous êtes content de votre expédition ?»« Ravi. Je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre et celle-ci ne manque pas d'intérêt. »« Ni de ces complications mystérieuses que vous prisez si fort. »« Et qui sont si passionnantes, monsieur le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres et qui forment peu à peu la vérité probable. »« La vérité probable, comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énigme ?»« Oh non !» repartit Beautrelet en riant. « Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion, et d'autres, même, tellement précis qu'il suffit de conclure. » Mais cela devient très curieux, et je vais enfin savoir quelque chose, car je vous le confesse à ma grande honte. Rien. C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, monsieur le juge d'instruction. L'essentiel est de réfléchir. Il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. N'est-ce pas votre avis? En tout cas, je n'en ai pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès-verbal. À merveille. De sorte que si je vous demandais quels furent les objets volés dans ce salon... Je vous répondrai que je les connais. Bravo! Monsieur en sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gesvres a son compte, Monsieur Beautrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarquée.
Je vous demandais le nom du meurtrier. Je vous répondrai également que je le connais. Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et le journaliste se rapprochèrent. Monsieur de Gesvres et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnés par l'assurance tranquille de Beautrelet. Vous connaissez le nom du meurtrier? Oui. Et l'endroit où il se trouve, peut-être? Oui. Monsieur Filleul se frotta les mains. Quelle chance! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes? Dès maintenant? Oui. Ou bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, dans 1 heure ou 2 lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. Mais non. Tout de suite, jeune homme. À ce moment, Raymonde de Saint-Véran, qui depuis le début de cette scène n'avait pas quitté du regard Isidore Beautrelet, s'avança vers Monsieur Filleul. Monsieur le juge d'instruction. Que désirez-vous, mademoiselle? 2 ou 3 secondes, elle hésita, les yeux fixés sur Beautrelet, puis s'adressant à Monsieur Filleul. Je vous prierai de demander à monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. Ce fut un coup de théâtre. Isidore Beautrelet parut interloqué. Moi? Mademoiselle? Moi, vous m'avez vu hier? Raymonde resta pensive, les yeux toujours attachés à Beautrelet, comme si elle cherchait à bien établir en elle sa conviction. Et elle prononça d'un ton posé. J'ai rencontré dans le chemin creux, à 4 heures de l'après-midi, alors que je traversais le bois, un jeune homme de la taille de monsieur, habillé comme lui, et qui portait la barbe taillée comme la sienne. Et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi? Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, il me semble bien. Sinon, la ressemblance serait étrange. Monsieur Filleul était perplexe. Déjà dupé par l'un des complices, allait-il se laisser jouer par ce soi-disant collégien? Qu'avez-vous à répondre, monsieur? Que mademoiselle se trompe et qu'il m'est facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais à Veules. Il faudra le prouver, il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie à monsieur. Le visage d'Isidore Beautrelet marqua une vive contrariété. Ce sera long. Le temps de réunir les informations nécessaires. Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. Pourquoi? Mon père est vieux. Nous nous aimons beaucoup et je ne voudrais pas qu'il eût de la peine par moi. Le ton larmoyant de la voix déplut à Monsieur Filleul. Ça sentait la scène de mélodrame. Néanmoins, il promit. Ce soir. Demain au plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. L'après-midi s'avançait. Le juge retourna dans les ruines du cloître, en ayant soin d'en interdire l'entrée à tous les curieux, et patiemment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais à la fin du jour, il n'était guère plus avancé, et il déclara devant une armée de reporters qui avait envahi le château. « Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à la portée de notre main. Tout, sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper. Et c'est dehors que nous le trouverons. » Par précaution, cependant, il organisa, d'accord avec le brigadier, la surveillance du parc, et après un nouvel examen des 2 salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Dieppe en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. 2 femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymonde. En bas, sous l'œil attentif du garde champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Beautrelet sommeillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le long des murs. Jusqu'à 11 heures, tout fut tranquille, mais à 11h10, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. « Attention » hurla le brigadier. « Que 2 des hommes restent ici, Fauchier et Le Canut, les autres au pas de course !» Tous, ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en troupe à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison réservée aux fermiers, et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonne épaisse. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son faîte. « Les coquins » cria le brigadier. « Quévillon, c'est eux qui ont mis le feu. Sautons dessus, mes enfants, ils ne peuvent pas être loin. » Mais la brise courbant les flammes vers le corps de logis
Avant tout, il fallut parer au danger. Ils s'y employèrent tous avec d'autant plus d'ardeur que M. de Gesvres, accouru sur le lieu du sinistre, les encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était 2 heures du matin. Toute poursuite eût été vaine. « Nous verrons cela au grand jour, » dit le brigadier. « Pour sûr, ils ont laissé des traces. On les retrouvera. » « Et je ne serais pas fâché, ajouta M. de Gesvres, de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. » « Venez avec moi, monsieur le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. » Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela « Le canut, Fossier !» D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre, ficelés, bâillonnés, un bandeau sur les yeux. « Monsieur le comte, » murmura le brigadier tandis qu'on les délivrait, « nous avons été joués comme des enfants. » « En quoi ?»« Les coups de feu, l'attaque, l'incendie, tout cela des blagues pour nous attirer là-bas. Une diversion. Pendant ce temps, on ligotait nos 2 hommes et l'affaire était faite. »« Mais quelle affaire ?»« L'enlèvement du blessé, parbleu. »« Allons donc, vous croyez ?»« Si je crois, c'est la vérité certaine. Voilà bien 10 minutes que l'idée m'en est venue. Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. On les aurait tous pincés. » Quevillon frappa du pied dans un subit accès de rage. « Mais où, sacré-dié? Par où sont-ils passés? Par où l'ont-ils enlevé? Et lui, le gredin, où se cachait-il? Car enfin quoi? On a battu le terrain toute la journée, et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe, surtout quand il est blessé. C'est de la magie, ces histoires-là. » Le brigadier Quevillon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Beautrelet, on constata que le jeune Beautrelet avait disparu. Sur une chaise courbée dormait le garde champêtre. À côté de lui, il y avait une carafe et 2 verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après un examen, il fut prouvé d'abord que Beautrelet avait administré un narcotique au garde champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à 2,50 m de hauteur, et enfin, détail charmant, qu'il n'avait pu atteindre cette fenêtre qu'en utilisant comme marchepied le dos de son gardien. Isidore Beautrelet, élève de rhétorique. Extrait du Grand Journal. Nouvelle de la nuit. Enlèvement du docteur Delattre, un coup d'une audace folle. Au moment de mettre sous presse, on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité, tellement elle nous paraît invraisemblable. Nous la donnons donc sous toute réserve. Hier soir, le docteur Delattre, le célèbre chirurgien, assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Hernani à la Comédie-Française. Au début du 3e acte, c'est-à-dire vers 10 heures, la porte de sa loge s'ouvrit. Un monsieur, que 2 autres accompagnaient, se pencha vers le docteur et lui dit assez haut pour que madame Delattre entendît « Docteur, j'ai une mission des plus pénibles à remplir et je vous serais très reconnaissant de me faciliter ma tâche. »« Qui êtes-vous, monsieur ?»« Monsieur Thésard, commissaire de police, et j'ai ordre de vous conduire auprès de monsieur Dudouis à la préfecture. Mais enfin, pas un mot, docteur, je vous en supplie, pas un geste. Il y a là une erreur lamentable, et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour, je n'en doute pas. » Le docteur se leva et suivit le commissaire. À la fin de la représentation, il n'était pas revenu. Très inquiète, madame Delattre se rendit au commissariat de police. Elle y trouva le véritable monsieur Thésard et reconnut à son grand effroi que l'individu qui avait emmené son mari n'était qu'un imposteur. Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde. Notre seconde édition tiendra à nos lecteurs au courant de cette incroyable aventure. Si incroyable qu'elle fût, l'aventure était véridique. Le dénouement d'ailleurs ne devait pas tarder, et le Grand Journal, en même temps qu'il la confirmait dans son édition de midi, annonçait en quelques mots le coup de théâtre qui la terminait. La fin de l'histoire et le commencement des suppositions. Ce matin, à 9 heures, le docteur Delattre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duret par une automobile qui, aussitôt, s'est éloignée rapidement. Le numéro 78 de la rue Duret n'est autre que la clinique même du docteur Delattre, clinique où chaque matin, il arrive à cette même heure. Quand nous nous sommes présentés, le docteur, qui était en conférence avec le chef de la sûreté, a bien voulu cependant nous recevoir.
Tout ce que je puis vous dire, a-t-il répondu, c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards. Mes 3 compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse, d'une politesse exquise, spirituelle et bon causeurs, ce qui n'était pas à dédaigner étant donné la longueur du voyage. Combien de temps dura-t-il? Environ 4 heures. Et le but de ce voyage? J'ai été conduit auprès d'un malade dont l'état nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Et cette opération a réussi? Oui, mais les suites sont à craindre. Ici, je répondrai du malade. Là-bas, dans les conditions où il se trouve... De mauvaises conditions? Oh, exécrable! Une chambre d'auberge et l'impossibilité, pour ainsi dire absolue, de recevoir des soins. Alors qui peut le sauver? Un miracle. Et puis, sa constitution d'une force exceptionnelle. Et vous ne pouvez pas en dire davantage sur cet étrange client? Je ne le puis. D'abord j'ai juré, et ensuite j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire. Si je ne garde pas le silence, cette somme me sera reprise. Allons donc, vous croyez? Ma foi, oui, je le crois. Tous ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux. Telles sont les déclarations que nous a faites le docteur. Et nous savons d'autre part que le chef de la sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée, sur le malade qu'il a soigné et sur les régions que l'automobile a parcourues. Il semble donc difficile de connaître la vérité. Cette vérité que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambrumézy et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails. Il y avait évidemment là, entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une coïncidence dont il fallait tenir compte. L'enquête, d'ailleurs, démontra la justesse de l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-chauffeur qui s'était enfui sur une bicyclette, on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arques, située à une quinzaine de kilomètres, que de là, après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était rendu au village de Saint-Nicolas, et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue, ALN, Bureau 45, Paris, situation désespérée, opération urgente, expédié célébrité par National 14. La preuve était irréfutable. Prévenus, les complices de Paris s'empressaient de prendre leurs dispositions. À 10 heures du soir, ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14 qui côtoie la forêt d'Arques et aboutit à Dieppe. Pendant ce temps, à la faveur de l'incendie allumé par elle-même, la bande des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur, vers 2 heures du matin. Là-dessus, aucun doute. À Pontoise, à Gournay, à Forges, l'inspecteur principal Ganimard, envoyé spécialement de Paris, avec l'inspecteur Folenfant, constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente. De même sur la route de Dieppe à Ambrumézy. Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château, du moins on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et les ruines du cloître. En outre, Ganimard fit remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée. Donc, tout s'expliquait. Restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne aisée pour un Ganimard, fureteur, patient et vieux routier de police. Le nombre des auberges est limité, et celle-ci, étant donné l'état du blessé, ne pouvait être que dans le voisinage d'Ambrumézy. Ganimard et le brigadier se mirent en campagne. À 500 mètres, à 1000 mètres, à 5000 mètres à la ronde, ils visitèrent et fouillèrent tout ce qui pouvait passer pour une auberge. Mais, contre toute attente, le moribond s'obstina à demeurer invisible. Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir du samedi au château avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche. Or, le dimanche matin, il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même une silhouette qui se glissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs. Était-ce un complice qui revenait aux informations? Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître? Le soir, Ganimard dirigea ouvertement l'escouade de gendarmes du côté de la ferme et se plaça, lui ainsi que Folenfant, en dehors des murs, près de la porte. Un peu avant minuit, un individu déboucha du bois, fila entre eux, franchit le seuil de la porte et pénétra dans le parc. Durant 3 heures, ils le virent errer à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers, restant parfois de longues minutes immobile. Puis il se rapprocha de la porte et de nouveau passa entre les 2 inspecteurs. Ganimard lui mit la main au collet tandis que Folenfant le prenait à bras-le-corps. Il ne résista pas et, le plus docilement du monde, se laissa lier les poignets et conduire au château.
Mais quand ils voulurent l'interroger, il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction. Alors ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit, dans une des 2 chambres contiguës qu'ils occupaient. Le lundi matin, à 9 heures, dès l'arrivée de M. Filleul, Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée. On fit descendre le prisonnier, c'était Isidore Beautrelet. « Monsieur Isidore Beautrelet !» s'écria M. Filleul d'un air ravi et en tendant les mains au nouveau venu. « Quelle bonne surprise! Notre excellent détective amateur, ici, à notre disposition. Mais c'est une aubaine. Monsieur l'inspecteur, permettez que je vous présente Monsieur Beautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. » Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le salua très bas, comme un confrère que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers M. Filleul, « Il paraît, monsieur le juge d'instruction, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi ?»« Parfait. D'abord, vous étiez en effet à Veules-les-Roses au moment où mademoiselle de Saint-Véran a cru vous voir dans le chemin creux. Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Beautrelet, élève de rhétorique et même excellent élève, laborieux et de conduite exemplaire. Votre père, habitant la province, vous sortez 1 fois par mois chez son correspondant, M. Bernot, lequel ne tarit pas d'éloges à votre endroit. » « De sorte que... » ?»« De sorte que vous êtes libre. »« Absolument libre ?»« Absolument. Ah, toutefois, j'y mets une toute petite condition. Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui administre des narcotiques, qui s'évade par les fenêtres et que l'on prend ensuite en flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées, que je ne le puis sans une compensation. » »« J'attends. » »« Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu. Et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En 2 jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. » Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria « Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur, votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Beautrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Monsieur Isidore Beautrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lycée Janson de Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Et ses condisciples, m'a-t-on dit, le considèrent comme votre émule, comme le rival d'Herlock Sholmès. » En vérité, fit Ganimard, ironique. « Parfaitement. L'un d'eux m'a écrit « Si Beautrelet déclare qu'il sait, il faut le croire, et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. » Monsieur Isidore Beautrelet, voici le moment ou jamais de justifier la confiance de vos camarades. Je vous en conjure, donnez-nous l'expression exacte de la vérité. » Isidore écoutait en souriant, et il répondit « Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez raison, d'ailleurs, et je ne vous fournirai pas d'autres motifs de me railler. »« Que vous ne savez rien, monsieur Isidore Beautrelet. » »« J'avoue en effet très humblement que je ne sais rien, car je n'appelle pas savoir quelque chose la découverte de 2 ou 3 points plus précis qui n'ont pu, du reste, j'en suis sûr, vous échapper. »« Par exemple ?»« Par exemple, l'objet du vol. »« Ah, décidément, l'objet du vol vous est connu. » »« Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. La tâche me paraissant plus facile. »« Plus facile, vraiment ?»« Mon Dieu, oui. Il s'agit tout au plus de faire un raisonnement. »« Pas davantage. »« Pas davantage. » Et ce raisonnement ? Le voici, dépouillé de tout commentaire. D'une part, il y a eu vol, puisque ces 2 demoiselles sont d'accord et qu'elles ont réellement vu 2 hommes qui s'enfuyaient avec des objets. Il y a eu vol. D'autre part, rien n'a disparu, puisque M. de Gesvres l'affirme et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir. Rien n'a disparu. De ces 2 constatations, il résulte inévitablement cette conséquence. Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits. Mais je prétends que c'est le premier qui doit s'offrir à nous et qu'on n'a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux. En effet, murmura le juge d'instruction visiblement intéressé. Or, continua Isidore, qu'y avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs? 2 choses. La tapisserie, d'abord. Peut-être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas et la supercherie vous eût sauté aux yeux. Restaient les 4 Rubens. Que dites-vous? Je dis que les 4 Rubens accrochés à ce mur sont faux. Impossible. Ils sont faux,
a priori, fatalement et sans appel. Je vous répète que c'est impossible. Il y a bientôt 1 an, monsieur le juge d'instruction, un jeune homme qui se faisait appeler Charpenay est venu au château d'Ambrumézy et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par monsieur de Gesvres. Chaque jour, durant 5 mois, du matin jusqu'au soir, Charpenay travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, cadres et toiles, qui ont pris la place des 4 grands tableaux originaux légués à monsieur de Gesvres par son oncle, le marquis de Bobadilla. La preuve? Je n'ai pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux, et j'estime qu'il n'est pas même besoin d'examiner cela. Monsieur Filleul et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement. L'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge d'instruction murmura « Il faudrait avoir l'avis de monsieur de Gesvres. » Et Ganimard approuva. « Il faudrait avoir son avis. » Et ils donnèrent l'ordre qu'on pria le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre 2 hommes de métier, 2 professionnels comme messieurs Filleul et Ganimard à faire état de ces hypothèses, il y avait là un hommage dont tout autre se fût enorgueilli. Mais Beautrelet paraissait insensible à ces petites satisfactions d'amour-propre, et toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait. Monsieur de Gesvres entra. « Monsieur le comte, lui dit le juge d'instruction, la suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue, et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis il se pourrait, que les cambrioleurs, en s'introduisant ici, aient eu pour but de dérober vos 4 Rubens, ou du moins de les remplacer par 4 copies. Copies qu'eut exécutées, il y a 1 an, un peintre du nom de Charpenay. Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques? Le comte parut réprimer un mouvement de contrariété, observa Beautrelet puis M. Filleul, et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux. « J'espérais, monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces 4 tableaux sont faux. » Vous le saviez donc? Dès la première heure. Que ne le disiez-vous? Oh, le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas... ou n'est plus authentique. Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. Il y en avait un meilleur. Lequel? Celui de ne pas ébruiter le secret, de ne pas effaroucher mes voleurs, et de leur proposer le rachat des tableaux dont ils doivent être quelque peu embarrassés. Comment communiquer avec eux? Le comte ne répondant pas, ce fut Isidore qui riposta. Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal et le matin, est ainsi conçue. Suis disposé à racheter les tableaux. Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme en remonterait à ses aînés. Monsieur Filleul fut beau joueur. Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. Ici, quel coup d'œil, quelle intuition! Si cela continue, monsieur Ganimard et moi, nous n'aurons plus rien à faire. Tout cela n'était guère compliqué. Le reste l'est davantage, voulez-vous dire. Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souvienne, vous affirmiez que le nom du meurtrier vous était connu. En effet. Qui donc a tué Jean Daval? Cet homme est-il vivant? Où se cache-t-il? Il y a un malentendu entre nous, monsieur le juge d'instruction, ou plutôt un malentendu entre vous et la réalité des faits, et cela depuis le début. Le meurtrier et le fugitif sont 2 individus distincts. Que dites-vous? S'exclama M. Filleul. L'homme que M. de Gesvres a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté, l'homme que ces demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel mademoiselle de Saint-Véran a tiré, l'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval? Non. Avez-vous découvert les traces d'un 3e complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ces demoiselles? Non. Je ne comprends plus. Qui donc est le meurtrier de Jean Daval? Jean Daval a été tué par... Beautrelet s'interrompit, demeura pensif un instant et reprit. Mais auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons mêmes du meurtre. Sans quoi mon accusation vous semblerait monstrueuse, et elle ne l'est pas, non, elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui, cependant, a la plus grande importance. C'est que Jean Daval,
au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour. Or, le crime a été commis à 4 heures du matin. J'ai relevé cette bizarrerie, fit le juge. Monsieur de Gesvres m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler. Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fût debout. Pourquoi a-t-il défait son lit? De manière à faire croire qu'il était couché? Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sommairement? J'ai visité sa chambre le premier jour tandis que vous déjeuniez. Ses pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ses lourdes bottines ferrées? Jusqu'ici, je ne vois pas. Jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspectes quand j'appris que le peintre Charpenay, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte par Jean Daval lui-même. Eh bien, de là à conclure que Jean Daval et Charpenay étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation. Un peu vite, il me semble. En effet, il fallait une preuve matérielle. Or, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait, cette adresse, qui s'y trouve encore d'ailleurs, décalquée à l'envers par le buvard. Monsieur A.L.N., Bureau 45, Paris. Le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-chauffeur portait cette même adresse, A.L.N., Bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. Monsieur Filleul ne souleva aucune objection. Soit. La complicité est établie. Et vous en concluez? Ceci d'abord. C'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice. Alors? Monsieur le juge d'instruction, rappelez-vous la première phrase que prononça Monsieur de Gesvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase, rapportée par mademoiselle de Gesvres, est au procès-verbal. Je ne suis pas blessé, et Daval. Est-ce qu'il vit? Le couteau. Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consignée au procès-verbal, où Monsieur de Gesvres raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment Monsieur de Gesvres, qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau? Beautrelet n'attendit point de réponse à sa question. On eût dit qu'il se hâtait pour la faire lui-même et coupait court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. Donc, c'est Jean Daval qui conduit les 3 cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte. Reconnaissant Monsieur de Gesvres, il se précipite vers lui, armé du couteau. Monsieur de Gesvres réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe, et tombe lui-même frappé d'un coup de poing par cet individu que les 2 jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. De nouveau, Monsieur Filleul et l'inspecteur se regardèrent. Ganimard hocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit. « Monsieur le comte, dois-je croire que cette version est exacte ?» Monsieur de Gesvres ne répondit pas. « Monsieur le comte, votre silence nous permettrait de supposer... » Très nettement, Monsieur de Gesvres prononça. « Cette version est exacte, en tout point. » Le juge sursauta. « Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre, étant en légitime défense? » Depuis 20 ans, dit Monsieur de Gesvres, Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi, et à la suite de je ne sais quelle tentation, je ne voulais pas, du moins en souvenir du passé, que sa trahison fût connue. Vous ne vouliez pas, soit, mais vous deviez... Je ne suis pas de votre avis, monsieur le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant. Mais maintenant, monsieur le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler. Oui. Voici 2 brouillons de lettres écrites par lui à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille quelques minutes après sa mort. Et le mobile du vol? Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là demeure une certaine Madame Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a 2 ans, pour subvenir à ses besoins d'argent, que Daval a volé. Ainsi tout s'éclairait.
Le drame sortait de l'ombre et peu à peu apparaissait sous son véritable jour. Continuons, dit M. Filleul après que le comte se fut retiré. Ma foi, dit Beautrelet gaiement, je suis à peu près au bout de mon rouleau. Mais le fugitif, le blessé... Là-dessus, monsieur le juge d'instruction, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi son passage dans l'herbe du cloître, vous savez... Oui, je sais. Mais depuis, ils l'ont enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont des indications sur cette auberge. Isidore Beautrelet éclata de rire. L'auberge! L'auberge n'existe pas! C'est un truc pour dépister la justice. Un truc ingénieux puisqu'il a réussi. Cependant, le docteur de Lattre affirme... Et justement! S'écria Beautrelet d'un ton de conviction. C'est parce que le docteur de Lattre affirme qu'il ne faut pas le croire. Comment? Le docteur de Lattre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails les plus vagues. Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client. Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge. Mais soyez certain que s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est qu'il lui fut imposé. Soyez certain que toute l'histoire qu'il nous a servie lui fut dictée sous peine de représailles terribles. Le docteur a une femme et une fille, et il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance. Et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications. Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge. Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute vraisemblance, et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être, de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas quitté, qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où, blessé par mademoiselle de Saint-Véran, il est parvenu à s'y glisser comme une bête dans sa tanière. Mais où, sacrebleu? Dans les ruines de la vieille abbaye. Mais il n'y a plus de ruines, quelques pans de murs, quelques colonnes. C'est là qu'il s'est erré, monsieur le juge d'instruction. Cria Beautrelet avec force. C'est là qu'il faut borner vos recherches. C'est là, et pas ailleurs, que vous trouverez Arsène Lupin. Arsène Lupin! S'exclama M. Filleul en sautant sur ses jambes. Il y eut un silence, un peu solennel, où se prolongèrent les syllabes du nom fameux. Arsène Lupin. Le grand aventurier, le roi des cambrioleurs. Était-ce possible que ce fût lui, l'adversaire vaincu et cependant invisible, après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours? Mais Arsène Lupin, pris au piège, arrêté. Pour un juge d'instruction, c'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire. Ganimard n'avait pas bronché. Isidore lui dit « Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Parbleu! Vous non plus, n'est-ce pas, vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire? Pas une seconde. La signature y est. Un coup de Lupin, ça diffère d'un autre coup comme un visage d'un autre visage. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Croyez? Vous croyez? répétait M. Filleul. Si je crois? S'écria le jeune homme. Tenez, rien que ce petit fait. Sous quelles initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux? A-L-N, c'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène, la première et la dernière du nom de Lupin. Ah! Fit Ganimard. Rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type, et le vieux Ganimard met bas les armes. Beautrelet rougit de plaisir et serra la main que lui tendait l'inspecteur. Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon, et leurs regards s'étendaient sur le champ des ruines. M. Filleul murmura. Alors, il serait là. Il est là, dit Beautrelet d'une voix sourde. Il est là depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de mademoiselle de Saint-Véran et des deux domestiques. Quelle preuve en avez-vous? La preuve? Ses complices nous l'ont donnée. Le matin même, l'un d'eux se déguisait en chauffeur, vous conduisait ici... Pour reprendre la casquette, pièce d'identité. Soit, mais aussi, mais surtout pour visiter les lieux, se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron. Et il s'est rendu compte? Je le suppose, puisqu'il connaissait la cachette, lui. Et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé, puisque sous le coup de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace « Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron ». Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite. Quand? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines. Et puis, où l'aurait-on transporté? Tout au plus à quelques centaines de mètres de distance, car on ne fait pas voyager un moribond. Et alors vous l'auriez trouvé. Non, vous dis-je, il est là. Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre des retraites. C'est là qu'ils ont amené le docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. Mais comment vit-il? Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau. Je ne puis rien dire. Je ne sais rien, mais il est là, je vous le jure. Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être. J'en suis sûr, comme si je le voyais, comme si je le touchais. Il est là. Le doigt tendu vers les ruines, il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un point. Et ce point, les deux compagnons le cherchaient éperdument, tous deux penchés sur l'espace, tous deux émus de la même foi que Beautrelet et frissonnant de l'ardente conviction qu'il leur avait imposée. Oui,
Arsène Lupin était là. En théorie comme en fait, il y était. Ni l'un ni l'autre n'en pouvaient plus douter. Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique, à savoir que dans quelque refuge ténébreux gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre aventurier. Meurt. Prononça M. Filleul à voix basse. S'il meurt, dit Beautrelet, et que ses complices en aient la certitude, veillez au salut de mademoiselle de Saint-Véran, monsieur le juge, car la vengeance sera terrible.